Bonjour à tous. Voici un des sujets les plus intéressants aujourd'hui pour les Français, c'est la question de l'alimentation. Comment répondre aujourd'hui aux attentes des consommateurs, à leurs nouvelles attentes, et sur l'ensemble du spectre de l'interrogation, sur la qualité des produits, sur la manière dont ils sont produits, et évidemment avec le paramètre de l'environnement. Est-ce que la proximité joue un rôle de plus en plus grand dans la manière de s'alimenter? Comment on fait? Qu'est-ce qui est bon pour la santé? Puis naturellement, aussi, quel est le rapport qualité-prix? Ce n'est pas indifférent. Et pour en parler, justement, j'ai à mes côtés M. Marc Duret, qui est directeur des partenariats avec les petites et moyennes entreprises et le monde agricole au sein du grand groupe Carrefour. Bonjour. Bonjour. Et puis Pierre Pouget, qui est président de la Banque alimentaire aujourd'hui, d'une manière tout à fait qui lui ressemble, de vivre sa retraite après avoir eu des responsabilités éminentes dans le domaine agricole de notre région, pendant 15 ans à la tête de la Chambre régionale d'agriculture, et puis pendant de nombreuses années en tant que responsable de la SAFER Aquitaine-Atlantique, qui va devenir bientôt SAFER Nouvelle-Aquitaine dans quelques jours. Et à cet égard, en prenant grand soin de la question de l'installation. Voilà. Alors, messieurs, nous sommes là pour parler de ce sujet. Permettez-moi de regarder quelques chiffres qui sont assez récents, qui découlent d'une enquête de BVA sur la manière dont les Français considèrent cette question de l'alimentation. Et alors, ce qui est étonnant, c'est une enquête qui a une petite année. Et une majorité de Français se disent plus préoccupés par leur alimentation qu'ils ne l'étaient auparavant. Alors c'est quand même assez surprenant, 57% aujourd'hui, et 39% le sont autant qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de Français quand même qui se posent beaucoup de questions. Donc ça ne doit pas vous laisser nous laisser indifférents. Et je ne vais pas tout énumérer, mais près d'un Français sur deux considère que le rapport qualité-prix des produits alimentaires s'est dégradé. Là, c'est 49%, c'est presque la moitié. Et que seulement pour 21%, il s'est amélioré. Et ensuite, quand on leur demande sur quel sujet il faudrait faire plus d'efforts, ils ajoutent le développement du commerce équitable. Quelque part, il y a des valeurs qui apparaissent nouvelles. Sans doute aussi qui sont peut-être des valeurs de génération. On pourra en parler. Et en particulier, après ce chiffre-là, il y a celui qui concerne l'impact sur l'environnement, 47%. Là, on voit qu'on est au cœur de quelque chose qui est en train de changer très profondément. Et enfin, près de 2/3 des Français, 62%, déclarent que les scandales alimentaires ont un impact sur l'habitude de consommation. Bon, les scandales alimentaires, il faut le relativiser, mais on sait très bien que la médiatisation excessive, parfois, génère des réactions qui sont un peu caricaturales. Je me permets quand même juste de rappeler un autre chiffre, avant de vous donner la parole, qui est issu des engagements de la loi Egalim, qui a fait suite donc à ces États généraux de l'alimentation, et où il est dit qu'un des objectifs premiers, c'est de favoriser une alimentation sûre et durable pour tous. Ça ne mange pas le pain de le dire, mais c'est répété. Et un objectif chiffré, 50% de produits durables ou d'appellation ou sous signe de qualité, y compris les produits bio, dans la restauration publique à partir du 1er janvier 2022. Alors, beaucoup n'auront pas attendu 2022 pour le faire. Je prends l'exemple hier de la feuille de route qui a été signée par la région et l'État à travers Alain Rousset et Mme Buchiot. Il n'en demeure pas moins qu'on se rend compte que là aussi, il y a des attentes extrêmement importantes. Si vous me permettez, je vais demander à Pierre Pouget sa première réaction là-dessus. Qu'est-ce qu'il en pense à l'aune de son expérience? Bien sûr, le moment viendra, Pierre, où nous parlerons tout à l'heure de la lutte contre le gaspillage, qui est également un des volets importants de la loi des États généraux alimentation, de la loi Egalim, parce que je crois que là, il y a un gros chantier et que ça ne laisse pas indifférent la grande distribution. Pierre Pouget.
Alors, la loi Egalim, elle est venue consacrer de longues séances de travail qui a réuni de nombreux partenaires et qui, au bout du compte, essaye de rétablir à partir de valeurs essentielles, notamment la relation équitable entre l'amont et l'aval, entre l'amont, l'aval et le consommateur, un rapport économique entre chacun des acteurs qui constituent la chaîne alimentaire, de la production à la consommation. Et donc, dans le versus, pour ma part, que j'ai plutôt suivi de la loi Egalim, c'est ce qui concerne plutôt le gaspillage alimentaire. Mais j'ai compris que nous en parlerons tout à l'heure. Oui. Mais pour autant, cette loi Egalim, sur ce même thème, fait suite à une autre loi qui est juste un tout petit peu plus ancienne, qui est la loi Garot, qui a elle aussi précisé un certain nombre de choses en matière de lutte contre le gaspillage. Par contre, bien évidemment, la loi Egalim, s'agissant des produits dans la restauration qui devront, à partir de 2022, connaître des niveaux, en tout cas singulièrement bien plus évolués qu'ils ne le sont aujourd'hui en matière de produits sous signe de qualité des produits bio, eh bien, la marche est haute et je crois qu'il faut que tous ensemble, les acteurs de l'amont et de l'aval, de la production et de la distribution, travaillent sur cette question-là, sachant que ça renvoie à des questions de pratique, ça renvoie à des questions de coûts de production et ça renvoie à des questions économiques. Donc, sur chacun de ces sujets-là, bien évidemment, chacun des acteurs de la filière est concerné. Eh oui, tout à fait. Marc Duré, alors votre réaction par rapport à ce contexte, à ces évolutions, à ces attentes sociétales d'un groupe qui ne reste pas les bras croisés, vous allez nous le rappeler. Oui, donc concernant la loi Egalim, effectivement, on est en train de, je pense à mon avis, de faire évoluer durablement la relation commerciale avec à la fois donc la production, les industriels, les producteurs. Et vous parliez d'exemple du bio qui, je pense, est relativement intéressant parce que, en fait, l'ambition du groupe Carrefour est de doubler son chiffre d'affaires en bio d'ici à 2022. Voilà. Donc on est leader au niveau national en termes de vente de bio. On est le premier distributeur, comment on va dire, généraliste, entre guillemets, et qui réalisons les plus grosses ventes. Et donc, on a cette intention de doubler encore les volumes sur le bio. Mais dans le même temps également, de faire évoluer nos filières vers l'agroécologie. Et je pense que ça a été un petit peu les vertus de la loi Egalim, c'est-à-dire que c'est une montée en gamme partagée. C'est de la création de valeur. L'idée, c'est ça, création de valeur, et d'avoir une agriculture française qui se démarque aussi bien sur les notions du bien-être animal, sur la biodiversité, enfin tous ces paramètres maintenant qui sont demandés par le consommateur et sur lesquels on a une vraie responsabilité. Vous évoquez le bio et l'objectif important qui est le vôtre et déjà ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez me dire à quel niveau dans l'ensemble de votre vente bio à Carrefour, quel est la part de la production française? Parce que c'est un des défis considérables. On a beaucoup de mal encore à faire face à la demande aujourd'hui. On le vit chacun à notre manière en tant que consommateur. Je suppose que ça doit être pas si simple que ça d'avoir un objectif élevé et d'avoir des assurances de production, quoi. Alors, dans le cadre de nos engagements, l'une des premières valeurs, c'était effectivement de travailler en bio française. Et pour le coup, si je prends les fruits et légumes, oui, les produits à marque Carrefour, donc sont 100% bio français. Produits frais. Fruits et légumes frais. Oui. Et légumes frais. Ouais, après, effectivement, sur d'autres secteurs, alors il me semble de mémoire que sur la totalité de nos produits, on est environ, si on prend l'épicerie, enfin vraiment tous les produits concernés, on est aux alentours de 37% à peu près en bio français. Oui. D'accord. Oui, sachant effectivement cohérent quelque part. Nous sommes tout assez cohérents. Voilà. Puisqu'après, vous avez quand même certaines cultures, je pense au sucre en particulier, qui vont permettre l'élaboration des confitures et autres, sur lesquelles quand même on n'est pas très très en avance. Donc c'est pour ça qu'il y a une construction de filières à faire en bio et une appréhension de certaines cultures sur lesquelles les Français n'ont pas encore de volume significatif et sur lesquelles on va pouvoir, je pense, créer également de la valeur.
Ce qui veut dire sans doute, Pierre, qu'il faut se projeter et imaginer des deals hein, et du contrat, d'une certaine manière. Hein. À l'évidence, et dans le cadre de contrats équilibrés entre la production et la mise en marché, il faut que là-dessus, on puisse engager sur la durée des opérateurs de la production pour qu'ils puissent d'abord avoir confiance dans ce marché-là, ils puissent progresser dans leurs investissements et techniques parce que le sujet n'est pas si simple que cela, notamment sur des productions de fruits et légumes. Sur la céréale, c'est probablement plus facile, mais sur des productions de fruits et légumes plus sensibles à conduire en bio, eh bien, on a là-dessus toute une jeune génération d'agriculteurs qui rentrent dans le métier, qui sont aujourd'hui probablement plus que leurs aînés sensibles à cette question-là et préparés mieux qu'ils ne l'étaient leurs prédécesseurs à cette question-là. Par contre, il faut que derrière, avec la distribution, on trouve les bons accords qui puissent sécuriser les agriculteurs dans la durée, de telle sorte à ce que ce ne soit pas une opération sur le court terme, mais que l'on s'inscrive effectivement sur des pas de temps qui sécurisent tout le monde, et notamment les producteurs. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Pierre, parce que c'est justement un petit peu l'intérêt de la démarche actuellement. C'est que jusqu'à présent, nous étions sur des contrats annuels. Alors attention, au contrat annuel, on a des producteurs avec lesquels on travaille depuis 40 ans. Donc attention, c'était par quasi tacite reconduction. Mais néanmoins, et pour rassurer les gens qui se lancent dans le bio, l'idée, ça a été de lancer des contrats de 3, voire de 5 ans. Donc qui est de 3 et 5 ans. Et également sur la partie fruits et légumes, on a monté un système de rémunération qui permet de franchir le pas entre le prix du conventionnel et le prix du bio. Donc avec une revalorisation de l'année en C2 et C3, de manière à ce que le producteur puisse, entre guillemets, respirer, sachant que c'est une période où il est quand même très très fragile. Et donc l'idée, en gros, c'est de permettre un petit peu, par le biais de la rémunération, de l'affranchir de ses problèmes de trésorerie. Et après, au-delà, quand on signe à 5 ans, il a passé le cap et il sait qu'il a 2 années de visibilité pour construire et pérenniser sa situation. Oui, c'est de ce point de vue-là, effectivement, un cadre intéressant pour le producteur parce qu'il a effectivement une lisibilité qui lui permet d'absorber les 3 premières années qui sont toujours des années compliquées dans les phases de conversion pour qu'une fois ces années de conversion abouties, eh bien, sur des productions bio, si je comprends bien, sur des contrats à 5 ans, il lui reste encore 2 ans où il pourra pleinement exercer son activité sur le marché et en lien avec la distribution. Je crois que ça lui ouvre des perspectives effectivement intéressantes là-dessus. Mais encore une fois, pour emporter l'adhésion d'un maximum d'agriculteurs, ce n'est que dans le cadre d'opérations telles que vous les décrivez qu'on pourra entraîner un maximum de producteurs dans cette aventure de la bio que réclame le consommateur et qui, à quelque part, doit servir de discriminant par rapport à des produits d'importation bio qui pourraient venir d'autres pays mondiaux. Alors, je tiens également à remercier justement les chambres d'agriculture, parce qu'on a signé un accord avec les chambres justement pour travailler sur la partie, le volet un petit peu sourcing, si vous voulez, donc trouver ces personnes, mais surtout la valorisation du travail de formation, parce que c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que le tout fait, d'une part, donc trouver les profils, mais après, tout le travail que vous faites, dans votre ancienne fonction, que vous faisiez d'accompagnement, d'aide, parce que en fait, c'est un dossier qui est extraordinairement technique. Et à partir de là, c'est vous qui faites grandir les personnes qui se lancent dans l'aventure. L'enjeu est technique et même si on a affaire à des jeunes générations d'agriculteurs formés désormais à ces pratiques-là, ça suppose un accompagnement, une sécurisation technique qui appelle notamment des compétences et des expertises que l'on trouve dans le réseau des chambres d'agriculture en particulier. Et c'est bien que vous puissiez, y compris par le volet formation, accompagner la démarche. Je crois que de ce point de vue-là, on est dans la bonne direction. Je pense que, Pierre, tu as raison parce que pour ce que nous observons, nous, dans notre métier de journaliste qui allons à la rencontre, qui racontons des créations, ce que j'appelle les belles histoires de vie au-delà de l'ambition à produire de qualité, c'est
un relatif, je dis bien, non pas à travers les réseaux, qu'ils se créent eux-mêmes et la solidarité entre nouveaux producteurs, mais la relative, les difficultés, le sens qu'ils ont de savoir et de partager des informations et de pouvoir être soutenus. Ils ont le sentiment qu'ils sont souvent un peu seuls à partir du moment où ils ont été aidés au départ, indiscutablement. Tout le monde s'y est mis. Pour l'installation, les SAFER, les banques, le Crédit Agricole, tout le monde a mis le paquet. Ils se sont d'ailleurs eux-mêmes souvent endettés très lourdement. Ils entrent dedans, ils consentent pendant une durée parfois longue à ne pas se verser de salaire. Ils assurent simplement leurs obligations, en particulier par rapport au crédit. Et puis le moment vient où ils vont basculer. Ils le sentent venir, ils en parlent très bien. Mais ce qui souvent les surprend, et d'une certaine manière ils s'en sentent harassés, c'est que tout le suivi administratif en particulier, ils sont dépourvus, très souvent dépourvus. Et là, je le dis en pensant, et nous le partageons avec les responsables de chambre, il ne faut pas, au prétexte qu'ils ont un mode d'approche de la production et des ambitions qui recoupent beaucoup des attentes du consommateur, il ne faut pas considérer qu'ils sont à part dans le paysage. Il faut absolument venir à leur rencontre. Ce qui ne veut pas dire qu'on va arracher leur adhésion à je ne sais quelle approche syndicale. Je veux dire, vous voyez, et d'ailleurs, les temps changent. Mais les accompagner, c'est très fondamental. Je me permets de dire ça parce que je le ressens très fortement. Et ce qui vaut pour les structures professionnelles vaut assurément, monsieur Duret, pour un groupe qui se fixe comme objectif de les accompagner avec des engagements forts pendant une durée très longue, quoi. Voilà. Il faut être capable aussi de probablement les aider, surtout le volet transparence de leur production. C'est paradoxal en parlant du bio, mais vous savez comme moi qu'il y a du débat aussi dans la société autour de ça. Hein. Et qu'il il faut pas l'évacuer. Oui, moi je n'oppose absolument pas les types d'agriculture, hein, parce que oui, bien sûr. Surtout parce que voilà, c'est pour ça que je parlais d'agroécologie. Oui. Parce qu'après, si vous voulez, donc comme on l'a dit, bon, le bio, bon an mal an, ça va peser environ 5% de la consommation, même si on double les volumes. Alors bon, il y a les taux d'emprise. Si je prends les rayons fruits et légumes, on est quasiment à 12% de pénétration sur le fruits et légumes. Donc, ce qui est quand même assez important. Mais bon, au-delà de, on va dire, 8, 9, voire 10%, bon, après, il reste, enfin, je veux dire, après, tout le conventionnel qu'il faut aussi amener à des pratiques vertueuses et autres. Et pour ça, on a la filière qualité Carrefour, qui est un levier assez extraordinaire. Et c'est pour ça que là aussi, on entame aussi des démarches de long terme et on propose également ce type de contrat parce que c'est l'occasion pour une personne qui va dire typiquement zéro pesticide ou des choses comme ça, c'est l'occasion aussi d'avoir cette visibilité. Même principe, hein, même un petit peu appréhension de l'avenir, c'est l'occasion pour eux de se dire voilà, je sais que pendant 3, 4, 5 ans, je sais que je vais être accompagné, que mes volumes sortiront. Mais enfin, l'essentiel des producteurs qu'on a engagés dans la démarche, on a 115 filières à date. Ce sont des gens qui travaillent depuis quasiment, on va dire, entre 20 ans, plus de 20 ans pour la plupart. Donc vous voyez, il y a cet accompagnement et cette histoire. Mais ce que je trouve original et intéressant dans la démarche que vous avez décrite, c'est le lien avec les opérateurs du développement agricole, que sont les chambres d'agriculture en particulier, pour que, à la faveur de ce lien, il y ait le meilleur accompagnement possible, notamment technique, des producteurs qui entrent, notamment en production bio, et que ce soit l'aval qui qui participe à cet échange-là et à cet accompagnement-là, me paraît extrêmement intéressant, parce que pour le coup, ça sécurise grandement et aussi la démarche. Alors, parce qu'après, de façon assez concrète, parce que, ce qui serait intéressant, c'est que je vous donne un exemple. Hein. Avec la laiterie de Saint-Denis, on a lancé donc un lait Carrefour bio, et c'est près de 40 producteurs en conversion. Donc, ça veut dire que ce lait va apparaître simplement dans les 3 ans sur nos étals. Mais dans les premières et deuxièmes années, il va y avoir donc le logo en conversion. Et donc il y a une participation de la laiterie de Saint-Denis, mais également donc, de la Fondation de Carrefour, qui reverse également une somme aux producteurs pendant cette période. Donc il y a eu un travail, si vous voulez, de partenariat qui s'est mis en place. En gros,
On n'a jamais, enfin, je pense, et c'est en partie, je pense, les vertus de la loi Egalim, mais également, comme vous l'avez dit, hein, cette évolution profonde des consommateurs qui fait que le rapport au commerce et cette proximité avec la production devient absolument essentiel. Ouais. Et c'est ça qui va fondamentalement changer. Alors, je crois que le ministre de l'Agriculture avait dit, par rapport après sur le volet financier, avait dit, voilà, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Il dit, moi, je veux voir le verre à moitié plein. Ce qui en soit était intéressant. Et voilà, je pense qu'on est engagé dans quelque chose. On n'est pas encore au bout complètement de l'ensemble des engagements qui ont été pris, mais il n'empêche quand même que de façon assez factuelle, on peut prouver par un certain nombre de gestes et de filières que l'action est en avant. Oui, il y a un accompagnement là qui est essentiel et qui sécurise la démarche des gens qui, on le sait, quand ils choisissent le bio, le temps de la conversion, c'est 3 ans. Ça dépend des filières, mais il y en a quelques-unes pour lesquelles c'est encore plus difficile que pour d'autres. Et donc, il est nécessaire d'être tout prêt quelque part et d'être dans un vrai dialogue. Mais de l'être aussi avec les structures. Hein. Oui, c'est bien. Et ça, c'est extrêmement important. On réussira tous ensemble ou on ne réussira pas. C'est tout à fait clair. Je voudrais quand même qu'on revienne à l'instant sur une question qui est connexe, mais qui est très importante par rapport à l'attente consommateur, dont on a vu qu'elle était très exigeante et pas formidablement satisfaite. C'est le rapport qualité-prix, santé. Bon. Il y a un débat français éternel sur l'étiquetage. Je ne sais pas comment vous le ressentez. Est-ce que vous avez, vous-même, M. Duret, par exemple, est-ce que vous avez une attente sociétale, que vous travaillez de façon spécifique sur ce volet-là, je suppose, évidemment? Alors effectivement, donc dans le cadre de notre campagne Act for Food, justement, l'idée c'est d'apporter la sécurité alimentaire et le bien manger entre guillemets pour tous. Donc l'idée de la campagne a été lancée là-dessus, avec un certain nombre de preuves, comme on l'a dit, hein, et d'actes que l'on met en place. Et c'est vrai que par contre que on en discutait ce matin, je trouve que sur la réaction des consommateurs, c'est une réaction un petit peu passionné. Enfin, oui, on est plus dans l'émotion à proprement dit parce que dans la réalité des faits, je pense quand même que la France, voire même l'Europe, en termes de sécurité alimentaire, on est quand même très, 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 très en avance. Je citais quand même l'exemple malheureux du bœuf en l'occurrence, mais il n'empêche que les 900 kilos ont été traités quasi immédiatement. On a retrouvé la traçabilité, le sourcing, et il y a eu un travail, sur cette fameuse viande polonaise, un travail qui a été réalisé dans les meilleurs délais. Mais ce que je veux dire, ce sont maintenant de plus en plus d'exemples qui sont à la marge, et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à comprendre cette défiance de la part des consommateurs, alors que je pense quand même que globalement, on n'a jamais, entre guillemets, aussi bien mangé en France. Bon, ça, c'est à titre personnel. Après, effectivement, il y a des choses qui peuvent être fondées, mais il n'empêche que maintenant, le message que nous envoient les consommateurs, c'est l'accélération, en intégrant justement des notions de biodiversité, en intégrant donc de nouvelles demandes, en fait, le sans OGM, bon nombre de choses qui arrivent comme ça, et sur lesquelles il faut être vigilant et à l'écoute. Donc on a en fait un consommateur qui crante et qui nous pousse vers la qualité. Et puis vous avez, j'imagine, à gérer l'ambivalence du consommateur qui trouvera toujours son produit trop cher, mais qui demandera toujours au distributeur de plus en plus de vertus aux produits qu'il achète dans ses rayonnages. Donc vous avez à gérer cette complexité du consommateur et on a tous à participer à une meilleure éducation du consommateur parce que tout cela a un coût, l'ensemble des exigences du consommateur, et il faut bien qu'il accepte à un moment donné le coût que ça peut représenter du producteur au distributeur. Donc le débat, il est aussi là-dessus, et je comprends bien que traiter des sujets aussi passionnels que celui-là, vous évoquiez le problème de la viande polonaise. Moi, j'ai eu à traiter dans ma responsabilité à la Banque alimentaire les problèmes de poudre de lait il y a 1 an et demi. Là. Dans la journée où l'alerte a été donnée, dans mes propres entrepôts de la banque alimentaire où j'ai en permanence à peu près 2000 tonnes dans mon entrepôt, on a retrouvé les 225 kilos de poudre de lait incriminés, etc. Ils ont été immédiatement retirés et on a réglé ça. Tout ça parce qu'on a une traçabilité qui permet de le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, globalement, on est tous plutôt bien organisés pour éviter les accidents à cet égard. Donc je crois qu'on a presque un débat de riche à l'égard de cette question-là, quoi. Oui, mais ne craignons pas d'aller plus loin encore, si je puis me permettre, parce que prenons l'exemple des débats qui vont renaître à propos
des conséquences d'accords qu'on passe avec, dans le cadre de l'OMC avec des pays. Bon, il y a un débat qui ressurgit à propos du Mercosur avec les viandes importées d'Amérique du Sud, pour faire court. Transparence me paraît plus que jamais nécessaire dans un contexte qui met en jeu aussi la souveraineté alimentaire de l'Europe et tous les débats qui vont avec. Vous voyez ? Donc je pense qu'il faudra aussi réfléchir à comment aller plus loin. Voilà, c'est compliqué. Hein. En même temps, tout en maintenant un rapport qualité-prix qui puisse permettre, parce qu'il faut quand même le dire aussi, aux budgets les plus modestes aussi d'accéder à des bons produits. Hein. C'est compliqué. Je pense que Pierre, dans ses nouvelles fonctions, doit vraiment toucher justement on va y venir, justement. On va y venir dans là-dessus, il a un retour d'expérience et il sait, et nous on le sait également, qu'on a une population fragile dans nos magasins, avec des gens qui ont quand même des fins de mois très, très, très difficiles. Hein. Et donc on a aussi une responsabilité. Le panier de la ménagère doit se modifier au fur et à mesure que l'on avance dans le mois, j'imagine. Je pense que nous, on voit... Alors, justement, Pierre, la Banque alimentaire est un extraordinaire centre d'observation de la question alimentaire, non seulement à travers les produits, mais à travers le niveau d'alimentation des gens, leurs attentes parfois étonnantes. Certaines populations, je ne pense que j'ai découvert à travers notre travail que quand on est étudiant, parfois on a besoin aussi que la banque alimentaire arrive, ce qui est parfois surprenant parce qu'on est dans des budgets extrêmement tendus. Il faut se loger, mais aussi il faut manger correctement. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas toujours au niveau, au rendez-vous. Tu parles du monde étudiant. Bordeaux, c'est pas loin de 5000 étudiants. Il y en a entre 3 et 4 000, parce qu'on a du mal à le comptabiliser, de public, de population étudiante qui ne mange pas à sa faim. Et alors, je ne parle pas des problèmes du mal logement. L'actualité récente a encore illustré cette question-là. Et donc, pour me centrer sur ce qui me concerne, moi, Banque Alimentaire, on travaille avec un certain nombre d'acteurs du campus universitaire bordelais pour... depuis 2 ans, les avoir accompagnés à la création d'une épicerie solidaire près de Pexoto, là, sur le campus de Bordeaux. Et puis, depuis l'année dernière, on a 2 points de distribution de colis alimentaires pour ces publics-là, dont la situation a fait préalablement l'objet d'une analyse par les services sociaux de la faculté, sur la base d'un reste à vivre qui montre à l'évidence qu'ils ne peuvent pas se nourrir normalement. Et donc, ils viennent chercher hebdomadairement un colis alimentaire où on essaye de veiller à un relatif équilibre de ce qu'on peut leur donner, de sorte à ce qu'ils puissent continuer à manger et à vivre et à poursuivre leurs études. Pierre, je t'interromps juste pour que tu nous parles, parce que le temps, toujours d'habitude, déroule très vite. Gaspillage, c'est quand même un des grands volets, et là, vous faites un travail de fond. Alors, sur le gaspillage alimentaire, on parlait tout à l'heure du public étudiant. D'une manière générale, les jeunes, ils sont d'abord sensibles à la question du gaspillage avant même d'être sensibles à la question ou aux conséquences de la pauvreté d'une manière générale ou de la précarité et de la solidarité alimentaire. Il y a 2 lois ces dernières années qui ont consacré et qui ont permis de franchir un palier à cet égard. La loi Garot, 2015, qui contraint la distribution, et vous en savez quelque chose, puisqu'on est partenaire là-dessus, qui contraint la distribution à ne plus détruire des produits alimentaires bons à la consommation ou encore bons à la consommation. Dans un département comme la Gironde, on va l'illustrer ici localement, dans un département comme la Gironde, par an, c'est à peu près 2200 tonnes que je récupère auprès de 47 ou 48 grandes et moyennes surfaces de la métropole bordelaise. 2000 tonnes, c'est 4 millions de repas. Voilà. Donc ça, c'est la loi Garot. Deuxième marche en matière de lutte contre le gaspillage, c'est la loi Egalim, qui, après avoir signifié un certain nombre d'engagements et de contraintes, si on peut dire, ou d'invitations à la grande distribution, a posé des règles à peu près comparables à la restauration collective, pour que la restauration collective, elle aussi, soit sensibilisée à cette question de la lutte contre le gaspillage. Et cette loi Egalim invite ces acteurs-là à entrer en dialogue et en discussion avec des opérateurs comme nous le sommes, nous, Banque Alimentaire.
À titre d'exemple, et depuis déjà plusieurs années, ici à Bordeaux, le CIVU, qui est l'énorme cantine municipale basée à la limite Mérignac-Bordeaux, est partenaire de la Banque alimentaire et nous y récupérons tous les ans plusieurs dizaines de tonnes de denrées alimentaires qui peuvent être ainsi remis dans le circuit de distribution. Et bien voilà de bonnes nouvelles. Je vois que chacun, à sa façon, dans sa responsabilité, est impliqué dans cette grande question qui est qualité de l'alimentation, mais aussi sécurité et surtout lutte contre le gaspillage, avec en même temps des objectifs élevés pour faire progresser la conscience collective et la responsabilité de l'entreprise, Monsieur Duret, et la responsabilité de l'association, qui sont complémentaires. Et les produits circulent de l'un à l'autre, souvent aussi, ce qui permet, et notamment, on le disait, d'assurer quelques 5000 étudiants bordelais, c'est pas rien, un complément alimentaire nécessaire pour qu'ils puissent faire face à leur vie de citoyen. Merci à l'un et à l'autre.